Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Demain la finance, un balado dédié à l'univers captivant de la finance durable. Je suis Denis Martel et aujourd'hui nous allons nous immerger dans les enjeux cruciaux de la formation continue. Nous sommes accompagnés d'invités exceptionnels, chacun apportant une expertise unique pour façonner un avenir financier plus responsable et plus vert. Ensemble, nous aborderons l'importance de la formation continue pour les professionnels de la finance en soulignant comment cette éducation peut impulser une transformation positive dans l'industrie. Finance Montréal désire vous offrir des perspectives enrichissantes, vous tenir informé des dernières tendances et qui sait, peut-être vous inciter à vous engager davantage dans ce mouvement essentiel. Que vous soyez un passionné de la finance, un professionnel en quête de développement ou simplement curieux de ce domaine, ce balado est conçu pour vous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir 3 experts de renom. Nous sommes en présence de Solène Anquier, directrice principale et chef de l'investissement responsable à la Banque nationale. Bonjour Solène. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Charles-Olivier Amédée-Manesme, professeur titulaire à l'Université Laval, spécialisé en finance, assurance et immobilier. Bonjour Charles-Olivier. Bonjour Denis. Et nous avons aussi l'honneur d'accueillir Chantal Lamoureux, présidente directrice générale de l'Institut de planification financière. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Chantal. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Allons-y de ce pas avec notre premier bloc, avec des questions dirigées, reliées à l'expertise de chacun. Commençons avec vous, Solène. Solène, je me demande, quelle est l'importance de la formation continue en finance durable pour les professionnels du secteur financier? Premier élément, on observe que l'investissement responsable devient de plus en plus commun auprès des gestionnaires de portefeuille puis des propriétaires d'actifs. Il y a l'Association en investissement responsable qui fait des études aux 2 ans qui demandent aux gestionnaires de portefeuille et propriétaires d'actifs s'ils intègrent l'ESG. Puis on a cette proportion-là à plus de 90%. Donc, j'aime même mentionner que l'investissement responsable devient mainstream pour certaines des approches. Mais pour faire cette intégration ESG, ça prend une expertise en ESG. Et puis, cette expertise-là, il y a des besoins de développement des compétences et de cette expertise-là. C'est pas seulement moi qui le mentionne. Ça vient d'une étude qui a été réalisée par Toronto Finance International et Deloitte en 2021. Ça fait 2 ans déjà, mais je pense que c'est le même constat. 68% des personnes qui ont été sondées indiquent qu'il y a une demande pour la finance durable, mais que l'offre est insuffisante, puis qu'il y a aussi des défis de recrutement et de rétention. Donc, on assiste à une pénurie de talent et d'expertise, puis c'est là où la formation continue devient un essentiel. Essentiel pour les membres qui vont être composés d'une équipe en investissement responsable, donc 100% de leur fonction est dédiée à ça. Mais je veux vraiment mettre un stress que, dans le fond, c'est tous les professionnels de la finance qui doivent ajouter l'investissement responsable comme corde à leur arc. Si je prends, par exemple, on le sait, les gestionnaires de portefeuille, les analystes, c'est eux qui vont faire de la sélection d'entreprises en considérant l'intégration ESG, mais aussi dans leurs activités d'engagement actionnarial, construction de portefeuille. Mais je veux ajouter aussi les équipes de communication marketing qui ont un rôle essentiel pour assurer une communication juste et accessible à l'investissement responsable, à la conformité et les équipes légales qui doivent respecter les différentes réglementations et l'encadrement de l'ESG doit être rehaussé. Les conseillers, les équipes de vente qui doivent avoir des conversations profondes sur l'investissement responsable avec les clients puis être capable d'être en mesure d'adapter les solutions selon leurs besoins, puis les décideurs de la firme. Tout ça, ça fait que la formation continue en investissement responsable, je pense que ça devient un incontournable pour les professionnels de la finance. Donc, on voit que c'est vraiment transversal. Merci beaucoup, Solène. Charles-Olivier, je me tourne vers vous. J'ai cette question. Comment l'évolution de la finance durable influence-t-elle les programmes de formation dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur? L'évolution de la finance durable
ça a eu un impact assez fort sur l'ensemble des programmes de formation des universités. Puis, c'est pas seulement la finance durable. Aujourd'hui, en fait, c'est la finance sociale, la finance à impact. Donc, la finance durable, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que la finance juste verte ou finance durable, comme on pouvait l'entendre il y a encore 7-8 ans. Aujourd'hui, on intègre un très grand nombre de concepts à l'intérieur de la finance dite responsable. Aujourd'hui, on aime bien employer le mot responsable parce qu'on est plus large que uniquement finance verte, finance durable. Puis, ça s'est manifesté dans les universités d'un très grand nombre de façons. Donc, à la base, la première manifestation, c'est l'intégration de tous ces concepts de durabilité dans tous les programmes universitaires, en particulier dans les programmes de finance. Donc, l'ensemble des institutions d'enseignement, l'Université Laval, mais les autres aussi, on a commencé à intégrer des cours spécifiques sur la finance durable dans nos programmes de finance, mais aussi dans les programmes plus généraux. Et avec ces cours, on aborde des notions, l'investissement socialement responsable, la comptabilité environnementale, la comptabilité verte, la comptabilité sociale, les stratégies de gestion du risque liées au développement durable. Gestion du risque, c'est très particulier. Il y a 5-6 ans, on n'en parlait même pas. Aujourd'hui, lorsqu'on donne un cours, il faut qu'on parle du risque climatique. Il faut qu'il soit pris en compte dans les critères d'investissement. Le deuxième élément, ça a été des formations plus spécifiques sur les normes et les certifications. Alors les normes et certifications, ça évolue. C'est-à-dire que les certifications qui existaient il y a 5 ans, c'est déjà plus les mêmes aujourd'hui. Et on a intégré en fait tous ces éléments dans nos cours et parfois dans des unités de formation continue parce que nos étudiants qui ont fini il y a 5 ans, c'était plus les mêmes normes. Donc en fait aujourd'hui, il faut qu'on les forme dans tous ces nouvelles pratiques qui peuvent être des pratiques de reporting, des pratiques de reddition de comptes et puis des pratiques comment tu présentes l'information. Après, on a eu aussi le développement dans toutes les institutions d'enseignement de programmes spécialisés. Donc, c'est pas le cas à l'Université Laval, mais du moins c'est pas le cas à l'Université Laval en finance durable, en finance responsable, mais on a un certain nombre d'institutions d'enseignement qui ont développé des programmes spécialisés en finance durable, en finance responsable, pour avoir une expertise approfondie. Parfois la difficulté, ça va être le recrutement d'enseignants et de professeurs. C'est comme c'est quand même un domaine qui est assez nouveau, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais ça peut créer des défis. Un autre élément, c'est la collaboration avec l'industrie. En fait, quand je parle de collaboration avec l'industrie, c'est on a beaucoup collaboré, les universités ont été appelées directement par l'industrie pour collaborer sur un très grand nombre d'éléments. Alors, moi je suis très content d'ailleurs qu'il y ait Madame Lamoureux ici parce que on collabore nous régulièrement avec l'Institut québécois de planification financière, mais aussi avec un très grand nombre d'institutions financières. Et puis je suis très content que Solène soit là aussi parce qu'on collabore avec à peu près toutes les industries pour faire soit des cas pratiques, et ça montre que la demande, en fait, de formation en finance durable, en finance responsable, elle vient des étudiants, mais elle vient aussi de l'industrie. Et donc ça, pour nous, ça a un grand intérêt, parce que quand tu ramènes un praticien dans tes cours et que le praticien te présente un cas pratique où en fait ils ont fait un investissement puis ils se sont posé la question, pour les étudiants et les étudiantes qui apprennent, pour eux, c'est très utile. Après, on a eu aussi un petit peu d'innovation pédagogique. Faut avouer que là-dessus, il y a 10-15 ans, c'était nouveau pour les universités. Donc, on savait pas trop comment aborder le sujet. On n'avait pas forcément, il y avait même pas encore de livres qui existaient exactement dans le domaine. Donc, il a fallu qu'on innove un peu. Et ça a présenté certains défis parce qu'il faut présenter aux étudiantes quelque chose qui leur paraît essentiel, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose d'un peu théorique derrière. Puis, on a terminé avec une certaine sensibilisation pas exactement en finance durable, mais aussi à l'éthique et à la responsabilité sociale, parce que derrière toutes ces notions, je vous le disais quand j'ai commencé mon propos, en fait, on parle plutôt de finance responsable plutôt que finance durable, mais l'objectif aujourd'hui, c'est la vision long terme, la vision dans la société. Donc, c'est plus uniquement la finance verte, mais uniquement, et donc ça vient beaucoup avec comprendre l'impact social, l'impact environnemental de toutes les décisions financières. Donc, voilà, je m'arrête là pour cette première question, et puis j'ai déjà été un peu long peut-être. Merci beaucoup, Charles-Olivier. On a parlé de l'importance de la formation continue, on a parlé de l'importance de la collaboration. En tant que leader du développement des compétences, Chantal, quelle est votre vision sur l'impact de la formation continue sur les pratiques professionnelles en finance durable? Effectivement, la formation continue est extrêmement importante dans un domaine, comme le souligné mes collègues précédemment, là, qui évolue rapidement, qui change. Mais je pense qu'un élément particulier par rapport à la finance durable ou responsable, c'est la multidisciplinarité. On le voit dans les équipes de travail, on fait travailler ensemble
oui, des gens des finances, mais des gens qui ont des compétences peut-être en ingénierie, en sociologie, etc. Donc, ça fait en sorte que pour les professionnels des finances, qui très souvent ont tendance à se spécialiser, même à se surspécialiser, dans ce domaine-là, il faut plutôt ouvrir ses œillères, puis faire de la formation continue sur des choses qu'on n'est pas, d'habitude, on pense pas que ça va avoir un impact sur notre travail puis sur notre pratique professionnelle. Donc, très souvent, malheureusement, les professionnels vont faire la formation qui est exigée d'eux par rapport à la réglementation, par rapport à la législation pour garder des permis d'exercice. Mais je pense qu'en matière de finances durables, d'investissement responsable, faut aller bien au-delà de toutes ces exigences-là, puis regarder beaucoup plus large. Je rebondirais aussi un petit peu sur qu'est-ce que Charles-Olivier a dit par rapport aux façons de se former aussi. On l'a vu avec la pandémie, on a été pas mal confinés. On s'est mis à utiliser beaucoup plus la formation à distance. Mais je pense qu'en matière de tout ce qui est durable, de tout ce qui est la perspective éthique, long terme, ça demande effectivement de se développer avec les autres. Donc oui, on peut le faire à distance, mais je pense pas que c'est juste en lisant un livre ou je pense pas que c'est juste en regardant un webinaire qu'on va développer. On peut se sensibiliser, mais si on veut développer nos compétences comme la compétence éthique, faut aller plus loin que ça. Faut avoir des conversations, faut réfléchir, faut argumenter pour développer ce type de compétences-là. Donc, deux choses. Faut aller plus loin que notre spécialisation comme telle au niveau des finances, puis il faut le faire de façon différente, surtout avec les gens. Merci beaucoup, Chantal. Le pont est parfait pour aller vers un échange. Hein. Le prochain bloc de notre balado, c'est un échange entre vous. Vous venez de mentionner l'importance d'échanger ensemble dans le cadre de l'élaboration, du développement de tout notre secteur. Comment la formation continue? Puis ça va être ma première question pour le volet échange. Et je vais vous inviter à tour de rôle à nous donner votre point de vue sur la question. Ma première question est celle-ci. Comment la formation continue peut-elle être intégrée dans les carrières des professionnels de la finance pour favoriser un impact durable? Je commencerai avec vous, Solène. Oui, bien, première des choses, je pense que les professionnels en finance ont tout avantage de se former en investissement responsable. Je l'ai mentionné, ça devient un incontournable. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je le vois aussi pour les plus jeunes, entre guillemets, qui sont intéressés parce que c'est une manière qu'ils peuvent se distinguer aussi, puis ça peut être rapproché un peu plus à leurs valeurs. Donc, j'encourage vraiment à saisir cette opportunité-là. Puis le deuxième élément, c'est par rapport à l'évolution. Hein? On l'a mentionné, c'est très évolutif. Donc, on ne peut pas faire une formation une année puis se dire done deal, dans 3-4 ans, je vais être toujours à jour. Là. C'est en continu. Fait que, moi, mon avis dans le comment, il y a une responsabilité du professionnel, mais je mettrais quand même la responsabilité des employeurs, des institutions financières, à exiger qu'il y ait un certain niveau d'expertise dans leur organisation. Je le mettrais aussi la responsabilité des ordres professionnels. Est-ce que ça ne devrait pas devenir obligatoire pour certains ordres professionnels d'ajouter une formation en investissement responsable, finances durables? Utilisez le mot que vous voulez. Donc, puis j'irais même là, je pense que puis Charles-Olivier peut l'élaborer parce que ce qu'il avait mentionné, c'était, on le voit qu'il y a certaines réglementations à venir en Europe, qu'on parle d'une obligation aux praticiens de se mettre à jour en finances durables. Puis je pense que j'adhère avec ça d'avoir un espèce de principe avec des crédits obligatoires à obtenir en finances durables. Puis dans le comment aussi, par les ordres professionnels, j'aimerais vraiment avoir des formations qui soient collées le plus possible à la profession. Donc, j'ai quelques collègues qui vont être dans les équipes juridiques, aux communications, qui vont suivre une formation qui est dédiée juste à la finance durable. Puis, il y a beaucoup d'éléments qui sont non pertinents pour eux. Donc, d'avoir des formations qui sont adaptées pour chacune de ces professions, je pense que ce serait vraiment l'idéal.
Je vous ai vu réagir à chacun votre tour, mais Charles-Olivier, puisque vous avez été interpellé, je vous passerai la parole. Oui, c'est ça. Mais en fait, donc la question, c'est comment la formation, est-ce qu'elle peut être intégrée dans des carrières? Moi, je crois qu'aujourd'hui, puis c'est là où je rejoins énormément ce que dit Sven, on doit se former tout au long de la vie. Autrefois, on avait pris une formation, puis on avait quasiment, de façon caricaturale, des carrières qui étaient assez linéaires. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ils ont des carrières beaucoup moins linéaires. Par exemple, le nombre d'employeurs augmente énormément, on reste moins longtemps. Puis on change un petit peu de carrière en cours de route. Donc on peut faire un premier métier, puis un second métier, etc. Et pour ça, on a besoin de formation continue. Maintenant, sur la partie finance durable, finance responsable, là où je rejoins énormément Solène, c'est que c'est une matière, entre guillemets, qui est vraiment en ce moment en complète évolution. C'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 10 ans est un peu moins vrai aujourd'hui. Vous savez, il y a 10 ans, dans les années 2010, lorsqu'on enseignait la finance durable, la finance responsable, la grande méthode qui était enseignée, c'était la méthode best in class, donc le meilleur du domaine. Donc en fait, on n'excluait pas de domaine. Aujourd'hui, la méthode qui est un peu plus populaire en ce moment, c'est on retire complètement des secteurs. Donc c'est-à-dire, si je veux faire du durable, je n'investis pas du tout dans le pétrole. Et ça, c'est aussi encore en train d'évoluer. Aujourd'hui, on a encore une révision de ces principes, et donc tout ça, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Et puis, puisque ça évolue dans le temps, ben, on a besoin de se former tout au long de la carrière, et on a besoin de se former et de savoir ce qui se fait ailleurs. Parce que parfois, quand on est dans la même compagnie, ben, on sait un petit peu ce qui se fait ailleurs, on est à une conférence ou deux, mais avoir une formation pour pouvoir payer une formation, aujourd'hui, quand on parle de formation continue, il y a un certain format de formation continue. Donc là, je relance la balle à Chantal sur ce qu'elle vient de dire précédemment, elle aussi, la dernière fois qu'elle a pris la parole. C'est pas juste lire un livre ou avoir une formation directe, c'est aussi la formation continue, qui est la formation pour des professionnels, c'est aussi des moments d'échange de bonnes pratiques, d'échange de façons de faire et de partage. Et ça, la formation continue est très utile pour ça, mais il faut pas que ça ait un format type cours traditionnel d'université avec, bon, ça existe plus vraiment, le tableau à la craie. Je caricature évidemment parce que même aujourd'hui, on n'est plus vraiment là, mais vous voyez, il faut avoir aussi une nouvelle façon de l'enseigner. Donc ça, là-dessus, je rejoins énormément. Chantal, donc encore de la balle vous a été transmise. Aller au-delà des exigences de conformité, c'est important? C'est extrêmement important dans un domaine comme ça. Les exigences de conformité ont été faites à un moment X. Très souvent ne sont pas revues pour la majorité des professions. Donc, le contexte évolue rapidement, on n'arrête pas de le dire. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et il faut aller au-delà de faire des heures de formation pour faire des heures de formation. Je pense qu'il faut viser la mise en application. Oui, je vais à une session, j'apprends ce qui se fait ailleurs. Faut au moins que je me mette au défi de mettre en application dans ma pratique au moins une chose. Essayer au moins quelque chose. Si je suis un conseiller, nous, on forme les planificateurs financiers, ils font de l'accompagnement, ben peut-être que je vais essayer une nouvelle façon d'expliquer les choses à mon client, peut-être que je vais essayer des nouvelles questions à poser à mon client pour bien comprendre ses valeurs, ses désirs, ses objectifs. Donc, faut axer la formation continue. Faut que les professionnels se rendent compte qu'il faut rentrer ça dans son quotidien. C'est pas juste de faire des heures pour dire à la fin, check, j'ai fait 40 heures. C'est qu'est-ce que j'ai changé dans mes comportements. Et ça va faire en sorte que, effectivement, les gens vont trouver que c'est valorisant, que ça leur apporte quelque chose, ça crée de la valeur pour eux, pour leurs clients, pour leur employeur. Puis c'est là qu'on va être plus responsable puis qu'on va faire avancer les choses. Merci beaucoup, Chantal. Donc, excellent premier tour de table. Je vous invite maintenant à répéter l'exercice pour la deuxième question. Quelles sont les barrières actuelles à l'accessibilité de la formation continue en finance durable et comment on peut les surmonter? Je commencerai avec vous, Charles-Olivier. Oui, alors moi j'ai parlé d'une barrière qui est assez spécifique aux universités, donc ça tombe bien, je vais pas forcément arriver sur une barrière qui va rejoindre, donc je pense qu'on aura moins de repeats. À ce moment-là, moi, une des grosses barrières, c'est le recrutement. Donc le recrutement de professeurs ou d'enseignants dans le domaine. C'est un domaine qui est très nouveau et à titre déjà, pour former un professeur d'université, ça prend 5 à 6 ans. Puis ça veut dire qu'aujourd'hui arrivent sur le marché de l'emploi des gens qui ont commencé leurs études donc de doctorat, si je pense à des professeurs qui ont fait un doctorat, qui vont faire de la recherche, ils ont commencé leurs études en 2017, 2018, 2019. Et donc,
ça veut dire qu'ils ont utilisé des bases de données qui ont été constituées à partir de 2012, 2013, 2014 pour faire des publications, pour faire leurs recherches. Puis, aujourd'hui, vous avez remarqué, toutes les universités cherchent à développer des cours, des programmes de formation en finance durable, finance responsable. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des candidats ou des candidates qui arrivent sur le marché et qui sont vraiment chassés. Le mot vraiment peut s'employer. Il y a vraiment une chasse au bon profil. Puis donc, les universités, on est là-dedans. Et on a aussi parfois peut-être dans certaines universités québécoises, certaines contraintes en termes de rémunération, de conventions collectives, etc. Et donc ça peut être dur d'attirer ces candidats et ces candidates. Puis nous, à l'Université Laval, pour le cas particulier, et ça fait des années qu'on essaie de trouver ce type de candidat ou candidate, puis on a beaucoup de mal à en attirer, parce que toutes les universités les cherchent. Donc, toutes les universités cherchent ce type de profil, et donc on va avoir du mal. Alors, on a quand même créé des cours dans le domaine, on a créé des choses, puis c'est pour ça qu'on s'est aussi beaucoup rapproché de l'industrie, c'est parce que dans l'industrie, il y a des gens qui sont très compétents. Mais encore une fois, ces gens, puis là, ça tombe très bien qu'on est avec nous, Solène et Charles, ils sont extrêmement sollicités. C'est que les gens qui sont compétents dans l'industrie, en fait, ils pourraient quasiment faire ça à journée longue, puis ils ont quand même un métier à côté. Donc, moi, la difficulté de la mise en place, parfois, ça peut être le recrutement de ressources capables de donner des formations dans le domaine, et des formations de bonne qualité, puis en avant sur la recherche, en avant sur l'avenir. Donc, difficulté à trouver des ressources. J'imagine que c'est encore même plus compliqué en français. Chantal, je serais curieux de vous entendre. Oui, c'est encore plus compliqué en français. Il y a peu d'offres de ce côté-là. Puis en formation continue, il y a aussi une difficulté d'avoir des formateurs, des concepteurs, des rédacteurs, comme Charles-Olivier le disait, parce qu'en formation continue, c'est très souvent effectivement des experts du domaine. Puis là, le défi qu'on a, c'est que tout le monde dit « Oh non, moi je suis pas expert, là, je suis pas expert, ça fait juste une couple d'années que je suis là-dedans. » Parce qu'ils savent très bien qu'ils s'en vont devant leurs collègues, devant leurs pairs. Et ça, il y a personne qui veut avoir de l'air fou devant ses pairs. Donc, c'est extrêmement difficile. Ça va demander que les formateurs justement prennent une posture différente, prennent une posture plus de facilitateur, d'amener des informations, mais de faire en sorte que les gens qui sont dans le groupe, qui sont avec eux, amènent aussi de l'information, puis qu'on réfléchit ensemble, puis qu'on profite de l'intelligence collective ensemble pour aller plus loin. Puis ça, c'est une posture qui est un peu différente. On est plus habitué à l'expert qui va aller dire aux gens, voici une vérité, je dirais pas la vérité, mais une vérité, alors que là, comme il manque des gens, puis les gens sont réticents, il va falloir les amener à avoir une posture de facilitateur. Merci beaucoup, Chantal. Solène, vous avez été interpellée dans le propos de Charles-Olivier. Je vous ai vu réagir. D'ailleurs, je suis curieux de vous entendre. Ben, je pense que dans le domaine de la formation continue, on est en train de s'organiser aussi. Dans les 2-3 dernières années, là, je vois qu'il y a beaucoup puis je prends par exemple Finance Montréal, qui a développé un parcours avancé en investissement responsable avec justement des praticiens. Donc, grosso modo, là, on a 2 personnes qui viennent de profil universitaire, qui enseignent le cours, puis après ça, on a des modules qui sont chacun faits par des praticiens. Donc ça donne l'occasion justement d'avoir ce côté pratico-pratique qui vient de différents acteurs et avoir des étudiants, des professionnels en finance qui veulent s'informer en investissement responsable. Donc ça, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Puis, c'est vraiment nécessaire. Mais tu sais, à la réponse, à la question par rapport aux barrières actuelles, puis je fais un petit peu un parallèle avec ce que Chantal mentionnait, qu'il ne faut pas voir la formation en termes de temps. C'est sûr que moi, je suis dans une institution financière, puis je vois la formation, malheureusement, en termes de temps, c'est ça nos réalités. Tu sais, il y a comme un budget de temps. Puis une des barrières à la formation, c'est le temps et le coût. Donc, tu sais, si on veut rehausser puis remettre tout le monde à niveau, ben, il faut quand même avoir un temps qui est alloué à ça, puis un coût que l'organisation doit mettre de côté pour pouvoir offrir ces formations-là. L'autre barrière, puis plus un point de vue mentalité, comme je l'ai mentionné, c'est que la formation continue, le mot continu est super important parce que c'est très évolutif. Donc, ça ne s'arrête pas au jour 1.
faut vraiment avoir cette évolution-là de se former annuellement par rapport à ça. Et puis, une autre barrière que j'ai remarquée, puis je l'ai mentionné un petit peu, c'est puis peut-être ça n'existe pas encore totalement, mais il faut que ce soit adapté le plus possible aux professions des personnes. Donc, si on parle des professionnels en finance, si on prend en finance, tu as plusieurs profils différents. Tu vas avoir des analystes, tu vas avoir des gestionnaires de portefeuille, tu vas avoir des personnes qui vont faire des constructions de portefeuille, tu vas avoir des personnes qui vont aller sélectionner des gestionnaires de portefeuille. Tous ont quand même une réalité différente. Donc, le plus on est capable de faire une formation continue qui est adaptée à leur métier, le plus pertinent, ça va être pour eux. Puis, c'est là où je le mentionnais aussi, la formation n'est pas juste seulement professionnelle de finance, c'est toutes les équipes alentour de la gestion de portefeuille, mais qui supportent ça, qui ont besoin de se former, puis d'avoir des formations adaptées à ces personnes-là aussi. Merci beaucoup, Solène. On parlait de disciplines variées, puis c'est l'objet de la troisième question de l'échange. Comment l'intégration de disciplines variées, on parle d'écologie, sociologie, technologie, dans les programmes de formation continue, peut-elle stimuler l'innovation et l'efficacité dans le domaine de la finance durable? On pourrait commencer justement, tiens, je vais vous garder, Solène, on continuons avec vous. Bien, je pense que ça a été mentionné plus tôt, la multidisciplinarité est super importante. En investissement responsable, si je prends par exemple chez nous, chez Banque Nationale Investissement, l'équipe a un investissement responsable, on a chacun des surspécialités. Donc, quelqu'un qui va faire plus les changements climatiques, une autre personne qui va plus faire l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, en plus d'avoir des formations en finance pour certains de mes collègues, vont avoir cette spécialité-là. Donc, c'est là où ce que je vois qu'il y a d'avoir des disciplines variées dans les formations continues. Ça peut aussi éveiller l'intérêt de certaines personnes qui suivent ces formations-là, puis de voir, ben écoute, moi, tu sais, en investissement responsable, je veux pas seulement faire quelque chose de généraliste, je veux avoir priorisé cet élément-là qui est par exemple les changements climatiques ou peu importe. Parce que je le mentionne souvent, en investissement responsable, il faut être généraliste, mais un petit peu aussi d'avoir des spécialités spécifiques. Puis c'est cette multidisciplinarité qui fait la force là, de l'équipe. Donc, la variété des disciplines peut stimuler l'innovation. Chantal, je vous vois hocher de la tête. Vous en êtes où par rapport à cette question? Ben, effectivement, faut être en mesure de regarder qu'est-ce que d'autres disciplines font. S'ouvrir à ça, faut être aussi regarder qu'est-ce qui se fait ici puis qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tout bouge rapidement. Quand on regarde justement ESG, souvent on est plus du côté du E que du S, puis même du G. De la gouvernance, là, je pense qu'il faut s'intéresser tout le monde à cet aspect-là, à comprendre là, vraiment, même si on travaille pas dans un investisseur institutionnel, là, comprendre la saison des procurations, puis qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, puis qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça a comme impact. Je pense que c'est extrêmement important pour être même capable de l'expliquer à ses clients. Donc, faut aller plus loin que juste un aspect, puis considérer l'ensemble, au moins être sensibilisé. Tu sais, si on devient pas, je suis d'accord avec Solène, là, on peut pas tous devenir là spécialisés, puis mais au moins être sensibilisé que ça existe. Je pense que c'est important. Merci beaucoup, Chantal. Charles-Olivier, je vous laisse réagir à la question. En fait, ce que je trouve très intéressant dans la question, c'est que dans la question, vous proposez déjà des sujets. Vous dites écologie, sociologie, technologie. Puis, en fait, la particularité de la finance durable, finance responsable, c'est que c'est vraiment un domaine qui, en soi, est multidisciplinaire. Si vous voulez prendre en compte la gestion des risques, les risques environnementaux, c'est plus des sciences de l'ingénieur. Donc les risques environnementaux, donc le réchauffement climatique, ou alors les risques d'inondation lorsqu'on va investir dans l'immobilier sur un bord de mer, etc. Ça, c'est des choses qui vont être plus des notions de sciences de l'ingénieur. Et on a besoin de les intégrer, ces choses-là. On a aussi des notions qui viennent d'autres types de sciences. Donc en fait, tout ce qui touche, c'est ce que disait justement Chantal, le sociétal, le social, ça c'est de la sociologie. Et ça, c'est des éléments qu'on a besoin d'intégrer dans notre formation. Alors en fait,
nous, on peut pas créer, donc là je reviens sur ce que disait Solène, on ne peut pas créer des sur-spécialités, parce que les gens peuvent pas être spécialistes dans tout. Mais donc nous, notre rôle en termes de formation continue, c'est de créer des, je sais pas quel serait le bon mot, mais des leaders complets, donc des leaders qui sont pas spécialistes, mais qui comprennent un petit peu tous les champs. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on avait un orchestre où il y a chacun qui est un petit peu, chacun est capable d'avoir ses spécialités, puis il y en a un qui est capable. Le but, c'est qu'il soit capable d'écouter tout le monde, de comprendre tout le monde et d'interagir avec tout le monde. Et ça, en finance responsable, on n'a un peu pas le choix, parce que si on veut s'adapter au changement, bah, il faut comprendre tous les types de changements, et tous les types de changements sont des changements dans plein de domaines différents, puis on ne pourra pas avoir quelqu'un qui est compétent dans tous les domaines différents. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Maintenant, je serais curieux de vous entendre sur des questions un peu plus personnelles, avoir votre perspective personnelle sur des questions précises. Solène, je commencerai avec vous. Solène, pouvez-vous nous partager une expérience où la formation continue a joué un rôle clé dans votre parcours professionnel? Oui, donc en fait, j'ai 2 exemples. Le premier élément, je le mentionnais là, je suis une des personnes qui me forme presque à chaque année. Donc j'ai fait CFA ESG cette année. L'année passée, c'était SASB. Puis je mettrais de l'avant SASB. Donc ceux qui... Je connais pas les acronymes par cœur. Je m'enfargeais si je me lance là-dedans, mais vous pouvez aller voir sur Google, qui est le FSC. Puis cette formation-là, c'est vraiment pour mieux comprendre le lien entre la durabilité et la capacité d'une entreprise à générer des performances financières. Cette formation, elle permet vraiment aux analystes ESG d'aligner les analyses en fonction d'un cadre qui est très crédible et reconnu dans le monde, mais aussi d'avoir un langage commun avec les équipes de gestion de portefeuille. C'est super important de dire, écoute, on a analysé telle entreprise pour tel critère, pourquoi ces critères étaient matériels et puis quels sont les risques auxquels l'entreprise est exposée. Vraiment important. Puis je pense que ça a aidé là, à aligner les activités des équipes en investissement responsable avec les équipes de gestion de portefeuille. Le deuxième élément que je veux mettre de l'avant, c'est justement la formation de Finance Montréal que j'ai mentionné, qui offre un parcours avancé en investissement responsable. C'est de 10 heures. Puis, je suis une des formatrices. Et puis, on a encouragé, dans le fond, la haute direction de Banque nationale investissement a mentionné que tous les membres du comité exécutif devaient suivre cette formation-là. Puis après ça, d'avoir des représentants de chacune des équipes. Donc, ça a été très populaire. J'ai même dû refuser certaines personnes parce qu'on avait une capacité réduite. Ça a été un succès chez BNI pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est ce que je mentionne, là, c'est l'investissement responsable. C'est pas la responsabilité de l'équipe en investissement responsable, c'est la responsabilité de toute la firme. Donc vraiment, ça, c'est un partage de cette responsabilité-là, d'avoir des équipes qui sont naturellement devenues des ambassadeurs de l'investissement responsable, qui vont avoir une meilleure compréhension, puis qui vont m'arriver avec des idées qui sont beaucoup plus appliquées à la réalité de leur équipe. Puis des employés plus mobilisés. Puis, on se cachera pas, moi, ça m'a permis d'être un peu plus efficace dans mon travail puisque j'économise un peu de temps. Donc, avant, si je voulais proposer des projets à certaines des équipes, il faut toujours un petit peu faire une mini-formation. Qu'est-ce que le TCF dit, nanana, puis là, on parle du projet. Donc là, plus besoin de faire certaines explications parce que ces équipes-là ont déjà, comme on l'a mentionné, là, vraiment un point de vue très général. Donc, c'est pas des experts de TCFD non plus, mais ça leur dit quelque chose. Puis pour ceux qui connaissent pas TCFD, c'est un cadre de risque climatique. Merci beaucoup, Solène. Charles-Olivier, je pense que vous êtes bien le mieux placé ici pour répondre à cette question. De votre point de vue, quelle est l'importance de la recherche académique dans la formation continue? Alors, l'importance de la recherche académique, je vais commencer par l'importance de la recherche académique en général dans la formation, pas forcément continue. En général, la première chose qu'on dit, c'est la crédibilité et la légitimité. C'est qu'en fait, si on se base sur des recherches académiques qui ont été publiées dans les grandes revues, etc., qui ont été validées par les pairs, en fait, on va avoir une formation qui est basée sur des faits qui sont globalement vérifiés. Ça permet aussi d'avoir une formation qui est de qualité, qui est en lien avec la tendance du marché. On permet de présenter des innovations, des nouveaux modèles, des nouvelles trouvailles. Et donc, ça permet de baser l'ensemble
sur des connaissances qui sont quand même globalement solides. Mais en formation continue, et en particulier en formation continue en finance durable, il y a un autre intérêt, c'est de pouvoir valider tout ce qu'on enseigne sur la base, non pas sur des grandes généralités, mais sur ce qu'en dit la science. Puis, je peux vous donner un exemple concret. Pendant très longtemps, c'était comme un acquis pour tout le monde que la finance, l'investissement responsable est globalement plus rentable. Donc, c'est globalement, puis 90%, ce qu'on pouvait dire, c'est 90% ou 95% des articles publiés dans le monde disent exactement ça. Et c'est vrai d'ailleurs, 90-95% des articles dans le monde disent que la finance durable, l'investissement responsable est un peu plus rentable. Et en fait, on se rend compte que c'est un oui mais. En fait, c'est vrai, mais c'est pas vrai dans toutes les situations et c'est pas vrai dans tous les cas. Si vous prenez un article qui a été publié dans le Journal of Sustainable Development ou le Journal of Sustainable Finance, en fait, il publierait jamais un article qui dirait l'inverse. Et en fait, d'abord, il y a un biais de sélection, c'est que quelqu'un qui voudrait dire l'inverse, en fait, il aurait beaucoup de mal à se faire publier. Et donc, ça a été démontré par des chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs qui se sont amusés à faire ça. On dit, tiens, on va faire un article où on dit que c'est l'inverse, puis on va essayer de l'envoyer à des revues, on va voir ce qu'ils nous répondent. Okay, juste pour voir. Puis les articles étaient rejetés quasiment même sans être analysés. Donc, c'était comme gênant pour des éditeurs de revues de publier des articles en disant, tiens, en fait, l'investissement responsable, c'est pas rentable. Or, d'un point de vue théorique, si on regarde la théorie dit que l'investissement responsable, on s'enlève des degrés de liberté, et théoriquement, si tu t'enlèves des degrés de liberté, tu t'enlèves des possibilités de diversification, et en théorie, tu devrais avoir un peu moins de rentabilité, surtout si c'est un produit qui est très populaire, parce que si c'est très populaire, les prix doivent monter, en théorie. Et donc, c'est une question que les chercheurs se posaient depuis très longtemps, et puis donc là, il y a beaucoup d'articles qui sont en train de sortir en ce moment, qui répondent à ce genre de questions, qui disent, en fait, c'est plus rentable dans certaines situations, mais il y a un oui, mais. Et ça se voit beaucoup. On le voit un petit peu moins peut-être au Canada, ou on le voit moins en Europe, mais aux États-Unis, où on commence à avoir un effet anti-investissement responsable, anti-investissement durable et anti-investissement type EDI, globalement, en particulier dans des États, disons, très républicains. On commence à voir qu'il y a une voix qui s'élève là-dessus, et puis ce qui est bien, en ayant des chercheurs, c'est que c'est pas juste la voix de quelqu'un qui est politique, ça veut dire que ça va être quelqu'un qui va faire l'analyse au complet. Donc en fait, souvent, ce que ça peut amener aussi, ça peut amener une certaine nuance, et de comprendre les nuances, de comprendre ce que vous pouvez dire partout, peut-être il faut savoir le nuancer. Donc ça c'est quelque chose de très beau. Puis quand tu donnes de la formation qu'on étudie là-dedans et que tu leur montres des articles qui disent exactement l'inverse de ce que la croyance populaire, puis, qui ont été très bien publiés, qui disent pas ça marche pas, mais qui disent oui mais, ça, je peux vous dire, ça fait beaucoup parler en formation. Ah bon, oui, c'est vrai qu'il y a ça, ok, on n'avait pas vu de cette façon-là. Et puis, ça permet de ramener les choses, et ça, en général, ça amène de très beaux débats. Donc, on parlait que la formation continue, il y a beaucoup d'échanges. Ça, c'est un très beau moment d'échange, en général, avec des gens qui sont spécialisés en investissement responsable et qui n'ont pas forcément eu le temps d'aller lire des articles scientifiques. Parce que théoriquement, un professeur qui va donner le cours est censé avoir fait avant. C'est fascinant, cette importance de la recherche académique pour rétablir les faits. Chantal, c'est un point, en quelque sorte, que vous nous avez amené plus tôt sur l'importance de se questionner, de réfléchir. Comment la formation continue peut-elle justement nous aider dans ce questionnement-là, dans la réflexion sur les défis éthiques? Puis Charles-Olivier en a soulevé une bonne partie. Les défis éthiques, les défis pratiques dans la finance durable. La formation continue nous amène effectivement des faits nouveaux qui vont peut-être venir bousculer certains de nos croyances, de nos paradigmes qu'on a. Je pense que c'est important de se dire que dans ce domaine-là, il faut développer sa compétence éthique. Et ça, l'éthique, ça va bien au-delà de se conformer à des règles de déontologie. Souvent, on mélange les deux, là, éthique et déontologie, alors que la déonto, jusqu'à un certain point, c'est facile, là. C'est noir ou blanc, c'est normé, c'est codé. Par exemple, tous les codes de déontologie vont dire qu'on peut pas se placer en situation de conflit d'intérêts. Donc, c'est quand même assez évident. Mais développer sa compétence éthique, ça veut dire justement d'être capable de reconnaître des situations qui pourraient présenter des enjeux éthiques. Ça veut dire d'être capable de déterminer les risques de préjudice pour différentes parties prenantes.
qui sont impliqués dans un enjeu éthique, un choix ou un dilemme éthique. Donc, par exemple, Charles-Olivier parlait de toute la question de la rentabilité. Effectivement, quand on est aux États-Unis, on sait qu'aux États-Unis, des administrateurs, un conseil d'administration sont là pour veiller aux intérêts des investisseurs, des actionnaires. Mais au Canada, les conseils d'administration, c'est différent. Ils sont là pour justement regarder l'intérêt des parties prenantes. Donc, c'est important de savoir ça, c'est important de regarder outre la rentabilité, puis de se questionner sur l'éthique sur le long terme. Puis ça demande de réfléchir, de lire, de discuter, d'argumenter même. Puis je reviens sur le point que je disais en ouverture, ça peut pas se faire tout seul. On a besoin d'interagir avec d'autres pour développer cette compétence-là. Donc, je peux juste vous encourager à le faire en groupe, à le faire avec vos collègues, à avoir des discussions. Tantôt, Solène parlait de l'importance d'avoir un langage commun. Effectivement, c'est extrêmement important, puis ça va faire la différence dans le développement de cette compétence éthique-là, puis dans la mise en application dont je vous parlais aussi plus tôt. Merci beaucoup, Chantal. C'est ce qui va nous amener vers notre conclusion. Notre épisode touche déjà à sa fin. Merci à tous pour cette conversation enrichissante, une conversation qui éclaire l'avenir de la finance durable. Un merci spécial à nos invités, Solène, Charles-Olivier, Chantal. Merci pour votre expertise. Merci beaucoup aussi, surtout pour le temps que vous nous avez consacré. C'était fascinant. Merci, Denis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Denis. C'était un grand plaisir de parler avec tout le monde aujourd'hui. Ben merci, j'espère que ça va être utile à tout le monde, puis ça va alimenter les réflexions et les discussions. Donc, merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre curiosité, pour votre engagement envers la finance durable. Votre intérêt rend ce balado possible. Pour plus d'informations, pour plus d'inspiration, suivez-nous sur nos plateformes sociales. Vous pouvez aussi visiter www.finance-montréal.com. Je suis Denis Martel. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous tous. Restez à l'écoute pour de nouveaux épisodes passionnants de Demain la finance.